Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, c'est une interrogation et c'est une question posée par le journaliste, écrivain, éditorialiste, spécialiste du Sahel, Sédik Abba, auteur de plusieurs livres, notamment sur le terrorisme, Voyage au cœur de Boko Haram, l'un des plus marquants, le terrorisme expliqué à mon fils. Sédik Abba, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous faire l'honneur de répondre à notre invitation. Ce livre est un livre qui s'ajoute à ce que vous aviez déjà écrit sur le terrorisme. Et là, vous vous êtes focalisé sur la situation au Sahel, notamment au Mali. C'est exact. Je suis très honoré de votre invitation qui permet de parler de mon livre, mais aussi de parler du terrorisme au Sahel. Cet ouvrage est une sorte de décryptage sur la menace terroriste au Sahel. Quand on parle de la menace terroriste dans cette sous-région d'Afrique, on oublie souvent son histoire, on oublie ses origines. On fait comme si le terrorisme est arrivé au Sahel brusquement, il n'a pas d'histoire. Donc le livre est une démarche pédagogique pour expliquer un peu aux non-avertis et aux avertis d'où vient le terrorisme au Sahel, comment il s'est implanté d'abord au Mali, comment il s'est ensuite exporté à d'autres pays que le Mali, le Niger et le Burkina, et comment aujourd'hui il menace de s'exporter au pays du Golfe de Guinée, puisqu'il est déjà aux portes de ce pays, le Bénin ayant été frappé récemment 2 fois, la Côte d'Ivoire a été frappée au moins 3 fois. Donc, dans le livre, je fais un état de lieu de la menace, ses origines, et puis j'aborde aussi plusieurs autres questions dont on parlera sans doute lors de notre échange, particulièrement la question de l'aide internationale. Beaucoup de milliards ont été investis au Sahel et on n'en a pas vu la couleur. Les populations n'en ont pas vu la couleur. Et dans le livre, j'explique pourquoi cette aide n'a pas été efficace. J'aborde aussi la question du rôle de l'Algérie, la question de la montée en puissance de la présence de la Turquie ou la question du double langage de la France qui un jour est d'accord pour qu'on négocie avec les terroristes pour libérer ses ressortissants et un autre jour est contre toute forme de négociation avec ces mêmes terroristes. Et justement, vous évoquez dans le livre des erreurs qui ont conduit à la situation presque catastrophique d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez en énumérer quelques-unes? Absolument, la question est très pertinente. Beaucoup ne comprennent pas comment le terrorisme a pu se développer au Sahel, alors que lorsque la France intervient en janvier 2013 avec l'opération Serval, il n'y a que 20% du territoire malien qui était sous la menace terroriste. Aujourd'hui, nous sommes à 2 tiers du territoire malien et le terrorisme s'est exporté aux pays voisins de la Mauritanie. Il menace d'arriver au Golfe de Guinée. Pourquoi on en est arrivé là? Dans le livre, je donne des éléments de compréhension. Parce que une des grandes erreurs qui a été faite, et je crains que cette erreur, si on ne la résout pas, nous conduise à une impasse dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, c'est de penser que le tout sécuritaire et militaire peut suffire à juguler la menace terroriste au Sahel. C'est-à-dire que les pays et même leurs partenaires ont pensé que en achetant des hélicoptères de combat, en multipliant le nombre de les effectifs de forces de défense et de sécurité par 2 ou 3, en passant de contrats avec des institutions spécialisées dans la sécurité, on peut résoudre la question terroriste au Sahel. Or, de toute évidence, il faut une réponse holistique. Il faut une réponse qui prenne en compte la question du développement. Pour avoir fait l'enquête que vous avez évoquée sur Boko Haram, j'ai pu m'apercevoir que la motivation religieuse et idéologique représente au maximum 1 tiers. La plupart des jeunes qui s'embarquent dans les mouvements terroristes le font parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas de perspective. À côté de ça, il y a la question de la gouvernance. Beaucoup de gens, on a vu notamment au Nigeria, sur lequel j'ai enquêté,
se sont engagés dans le mouvement terroriste parce qu'ils sont fatigués de l'injustice qu'il y a au plan de la gouvernance. Dans un pays comme le Nigeria, qui produit 2,5 millions de barils de pétrole par jour, il y a des citoyens qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'électricité. La question de la gouvernance est essentielle si on veut résoudre la menace terroriste. La question de la justice aussi est importante parce qu'on a pu documenter que beaucoup de jeunes se sont embarqués dans le mouvement terroriste parce qu'ils ont été victimes d'une injustice. Leurs parents ont été arrêtés, leurs mères ont été violentées devant eux, leurs épouses ont été violées. Donc, à cause de l'impunité, de l'injustice, ils se sont embarqués. Donc, j'énumère un certain nombre d'erreurs et je mets en garde justement contre la stratégie actuelle qui consiste à penser que, bon, il suffit simplement de mobiliser davantage de moyens militaires et d'augmenter les effectifs de forces armées pour arriver à la fin de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Seydi Kaba, 9 ans après l'intervention ou bien le lancement de l'opération Serval au Mali, on voit, et bien entendu au-delà, on voit qu'il y a énormément d'argent, et vous l'avez souligné, qui a été investi, mais pourquoi cet argent n'a pas donné les résultats escomptés? Pourquoi les programmes qui devaient être mis en œuvre n'ont pas été exécutés selon vous? Oui, il y a plusieurs facteurs et là aussi, c'est une question absolument pertinente que vous posez. Aujourd'hui, quand on prend le Sahel depuis le début de Serval à aujourd'hui, en termes d'investissement, en termes de mobilisation de ressources, on en est à des dizaines de milliards de dollars qui ont été mobilisés pour le Sahel. Cet argent n'a pas eu l'efficacité qu'on aurait pu attendre. S'il avait été investi de façon efficace, le Sahel peut-être serait à un niveau de développement autre que celui d'aujourd'hui. Parce que, premièrement, les institutions qui sont intervenues au Sahel et qui continuent d'intervenir ne travaillent pas en synergie. Chacune des institutions fait son propre programme sans consulter l'autre. Donc, plusieurs institutions font la même chose sans concertation, sans aucune synergie. C'est un premier facteur. Un deuxième facteur, c'est qu'une grande partie de l'aide mobilisée au nom du Sahel est investie dans la bureaucratie. La plupart des montants, les frais de fonctionnement sont importants. Les salaires des personnes qui sont envoyées au Sahel pour travailler pour le Sahel sont beaucoup plus importants que l'aide qui arrive directement aux populations elles-mêmes. Et ces institutions qui interviennent au Sahel créent des énormes bureaucraties, louent des grands bureaux à Bamako, à Ouaga ou à Niamey, mettent une bonne partie dans l'achat de la logistique des véhicules 4x4, des bureaux climatisés, et une partie négligeable seulement arrive à l'aide. À côté de ces facteurs-là, il y a la non-connaissance du contexte local et la non-prise en compte du contexte local. Souvent, les programmes de développement sont conçus de l'extérieur, sont conçus dans des grands bureaux parisiens ou même dans les grands bureaux dans les capitales, sans tenir compte des réalités locales. Vous prenez un village du Mali, il est possible que ce village ait d'abord besoin d'un puits avant une école. Mais les bailleurs de fonds décident que c'est une école qu'il faut avant le puits. Donc, le contexte local n'est pas pris en compte et l'efficacité de l'investissement n'est pas pris en compte. Les populations, parce qu'elles ne sont pas consultées pour savoir ce dont elles ont besoin, bon, on vient construire un marché alors qu'il n'y a pas de choses à vendre. Les populations ont plus besoin d'un dispensaire que du marché. Elles ont plus besoin de l'école que du dispensaire. Donc, il n'y a pas de prise en compte du niveau local et l'ensemble de ce facteur avec la concurrence des projets. On a, par exemple, je cite dans le livre, il y a l'initiative qui s'appelle Alliance Sahel qui a été créée en juillet 2017 par la France, les Pays-Bas et des partenaires. Cette initiative n'a même pas fini qu'on a créé la coalition internationale pour le sommet, la coalition internationale pour le Sahel au sommet de Pau. À côté de ça, il y a une initiative qu'on appelle Programme de sécurité et de stabilisation du Sahel qui a été créée par l'Union européenne. Donc, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont des initiatives concurrentes. Il y a une inflation d'initiatives, il y a une inflation de structures qui ne garantit pas l'efficacité de l'intervention au Sahel. Est-ce que, Seydi Kaba, vous évoquez dans ce livre la possibilité que le Sahel soit une terre d'expérimentation de certaines pratiques?
Oui, effectivement, il y a des pratiques que l'on voit au Sahel qu'on ne voit nulle part ailleurs. Je parlais de ces différentes, de ces questions, de cette différence de concurrence entre les différentes institutions. Initialement, en 2013, puisque ça fait longtemps que je suis cette question, novembre 2013, il avait été décidé que les institutions internationales importantes, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union africaine, se mettent d'accord pour qu'il y ait une dérogation de leur procédure en faveur du Sahel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le moment où on décide de faire un projet et le moment où le projet se lance, il peut se passer 18 mois, voire 24 mois pour certaines institutions. Et il avait été décidé de faire des dérogations à ces procédures pour que les choses au Sahel puissent se faire beaucoup plus rapidement. Parce qu'au Sahel, nous sommes dans une situation d'urgence. Nul ne peut savoir entre aujourd'hui et 2 ans ce qui peut se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer au Sahel. Et il avait été décidé de faire une expérimentation au Sahel, d'avoir des initiatives, d'avoir des procédures spécifiques pour le Sahel, d'avoir des pilotages spécifiques pour le Sahel avec des allègements. Par exemple, lorsque un bailleur de fonds comme l'Union européenne investit au Sahel, si on devait remonter toutes les décisions jusqu'à Bruxelles, ça prendrait beaucoup de temps. Il avait été décidé de raccourcir le cycle de prise de décision au Sahel, mais toutes ces initiatives qui auraient pu être d'une meilleure efficacité n'ont pas véritablement fonctionné. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Sahel qui fait face à plusieurs types d'urgences. Il y a l'urgence climatique, il y a l'urgence sécuritaire et même il va y avoir l'urgence alimentaire avec l'actualité qui nous rattrape, puisque on sait que le conflit entre l'Ukraine et la Russie va affecter beaucoup de pays du Sahel sur le plan de l'importation des produits alimentaires. Ça, c'est une nouvelle crise qui vient s'ajouter à la crise sécuritaire qui elle-même a été aggravée par la crise liée à la pandémie sanitaire. Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Seydi Kaba, dans ce livre, vous évoquez aussi les manquements de l'Union africaine, notamment avec les initiatives pour cette force du Sahel. Oui, je parle justement dans ce livre des insuffisances de l'initiative de l'Union africaine et même de la solidarité africaine. C'est très facile pour nous de critiquer le reste du monde en disant que le reste du monde n'a pas été solidaire du Sahel, qu'il faut que l'ONU fasse davantage. Alors, le livre est une interrogation, un appel à nous, Africains, même à nous interroger. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud, qui est une puissance militaire, a fait pour le Sahel? Qu'est-ce que l'Algérie, qui fait encore pour le Sahel, est-ce qu'elle ne peut pas faire mieux? Qu'est-ce que l'Égypte, qui est une puissance militaire, a fait pour le Sahel? Aujourd'hui, les pays du Sahel se plaignent de ne pas avoir des moyens aériens, des hélicoptères de combat, des moyens de transport de troupes, puisqu'on a vu lors de différentes attaques pour organiser la riposte, ça prend du temps, les routes sont mauvaises, alors que s'il y avait des avions, qu'est-ce que ces pays qui ont une industrie militaire, il y a des pays africains qui ont une industrie militaire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en termes de solidarité? Et pour les pays même qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'industrie militaire, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de contribution? Il y a un pays comme le Rwanda, en dépit de ses moyens limités, a versé $1 million au secrétariat du G5 Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le Sénégal aussi en a versé, mais si on peut citer, la liste n'est pas longue des pays qui ont contribué. Il y a ce premier déficit de solidarité. Il y a aussi, et ce déficit de solidarité est à la fois sur le plan matériel et sur le plan financier, qui explique que depuis l'annonce de sa création en 2017, la force conjointe du G5 Sahel n'a pas pu être mise en place parce qu'il manque l'argent pour mettre en place cette force, parce que les pays concernés n'ont pas réussi à mobiliser les moyens financiers nécessaires. Ils ont manqué de solidarité au plan international, ils ont manqué de solidarité africaine. J'interpelle donc la solidarité africaine, j'interpelle l'Union africaine pour une meilleure prise en compte de tous ces facteurs pour que nous ayons quand même des solutions africaines aux crises africaines. À défaut des solutions africaines aux crises africaines, au moins qu'il y ait un leadership africain sur les dossiers africains. Aujourd'hui, on voit que
c'est l'Union européenne, c'est la France, c'est d'autres pays qui pilotent souvent certaines questions, certains dossiers africains. Et je pense que le moment est venu pour nous. Nous avons atteint la maturité et nous avons la maturité qu'il faut pour que nous puissions nous-mêmes trouver des solutions africaines aux crises africaines ou à défaut, en tout cas, avoir le leadership de dossiers africains. Un panafricanisme qui fait défaut pour gérer certains dossiers. Vous le soulignez dans ce livre, ce manque de solidarité. Cédric Kaba, pour conclure, vous avez exploré également des perspectives, et parmi lesquelles cette prise en main des affaires africaines par les Africains eux-mêmes, notamment par l'Union africaine. Oui, exactement. Parce que d'ailleurs, je pense que l'urgence va nous rattraper et nous serons obligés, en tout cas, de mettre en avant la solidarité africaine, le panafricanisme dont nous avons hérité des pères fondateurs. Lorsqu'on voit aujourd'hui au niveau du Sahel la menace qui se précise dans les pays du Golfe de Guinée, et donc il y a urgence et il est important que les pays du Sahel coopèrent avec les pays du Golfe de Guinée. Il y a quelques années, dans le Golfe de Guinée, on voyait la menace terroriste comme une question purement sahélienne. Aujourd'hui, la menace s'est incrustée presque dans les pays du Golfe de Guinée. Donc, l'idée a été faite d'avoir un partenariat, en tout cas une coopération, entre les pays du G5 Sahel et les pays de l'initiative d'Accra. Les pays de l'initiative d'Accra, c'est la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, qui sont des pays du Golfe de Guinée, donc qui vont se rapprocher des pays du Sahel pour travailler ensemble. Je pense qu'on aurait dû avoir ce type de coopération, ce type d'entente entre nos pays avant que l'urgence ne l'impose. Et c'est pour cette raison qu'il faut aller au-delà de la coopération entre les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée pour élargir la coopération à tous les pays, par exemple, de la CEDEAO et au-delà de la CEDEAO, à tous les pays du continent. Et le leadership de cette affaire peut être piloté par l'Union africaine. Nous avons déjà en Afrique beaucoup d'urgences. Urgence en matière d'éducation, parce que dans beaucoup de pays, le taux de scolarité est très faible. Urgence en matière d'infrastructure, urgence en matière d'échange économique. Donc, nous devons tout faire pour nous occuper de l'urgence sécuritaire, pouvoir en finir, éviter qu'aujourd'hui, comme on le voit au Sahel, des pays aient besoin de mobiliser jusqu'à de 15 à 20% de leur budget chaque année aux questions de défense et de sécurité. Parce que tant que nous resterons à le faire, ces dépenses de sécurité vont être prélevées dans le budget national au détriment des dépenses en matière de santé, des dépenses en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de scolarisation. Donc, c'est pour ça que le livre s'achève par ce plaidoyer en faveur d'une prise de conscience de l'urgence qu'il y a à trouver des solutions africaines, d'urgence qu'il y a à faire preuve davantage de mutualisation, à faire preuve davantage de solidarité pour que ensemble les Africains, ensemble les pays africains, sous l'égide de l'Union africaine, puissent trouver des solutions à nos problèmes. Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. C'est ce livre que nous vous recommandons fortement de lire, un livre de Cédric Kaba, journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef au desk central, à la rédaction centrale de l'hebdomadaire Jeune Afrique, et également Cédric qui est un spécialiste donc présent sur de nombreux plateaux de télévision. Merci d'avoir été des nôtres et surtout de nous avoir présenté ce livre. C'est un immense plaisir d'avoir fait cette émission et je suis d'autant plus heureux que toutes les questions importantes et pertinentes ont été posées lors de cette émission. Cédric Kaba, merci. Nous recommandons pour conclure ce livre à tous nos téléspectateurs qui nous suivent bien entendu sur les plateformes numériques. À très vite pour un prochain numéro d'Au fil du livre.